Salut Julien, Salut Samir. salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Alors aujourd'hui, on va te parler d'un tout nouveau sujet. Julien, de quoi on parle aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on parle de la résilience. On va amener ce sujet très important et qui est utile à tout le monde. On va parler de la résilience. D'accord, ça marche. Absolument. Euh, alors, c'est quoi la résilience, Julien? Eh bien, la résilience, c'est avant tout une capacité qui existe en chacun de nous. C'est une capacité psychologique, émotionnelle, physique également, qui permet tout simplement de faire face à l'adversité, de traverser des moments difficiles, délicats, de stress, d'événements, tout simplement qui nous touchent profondément et de pouvoir se remettre plus rapidement, reprendre nos forces, reprendre le contrôle, gérer en fait ce qui est en train de se passer en termes de rapport à l'expérience ou à l'idée ou au souvenir, à l'événement, de pouvoir retrouver le plus rapidement possible sa stabilité. Ok, super intéressant. Bah, moi, ce que j'avais aussi de la résilience, c'est que on dit souvent qu'un matériau est résilient lorsqu'il est Mmh. capable de résister à un choc et de se remettre d'une déformation. Tout Alors, à fait, par ouais. exemple, une balle de tennis est résiliente puisqu'elle est capable justement d'absorber le choc et puis de reprendre sa forme originelle et Exact. heu et il y avait Boris Cyrulnik. Alors Boris Cyrulnik a écrit énormément de livres sur la résilience et en fait, il disait que la résilience est la capacité qu'a l'être humain à se remettre d'un choc violent, non Mmh. par l'oubli ou le déni, mais par le combat, en intégrant cette partie blessée de soi. Donc ça, c'est ce que Boris Cyrulnik nous disait. Et en psychologie, apparemment, la résilience, on dit que c'est la capacité à rebondir après un traumatisme et Ouais. retrouver un état interne à peu près similaire à celui d'avant. Mmh. Ouais, c'est vraiment ça, cette idée de retrouver son équilibre, de reprendre sa place. Alors, retourner comme avant, tu vois, j'ai un truc qui me fait Mmh. tiquer là, sur ce que tu viens de dire. Ouais. Retourner comme avant. Tu sais, ça serait comme puis je l'avais sorti à une de mes clientes pour lui faire comprendre, elle travaille dans l'informatique. Elle me disait: «Ouais, mais j'ai envie de revenir comme j'étais avant». Mmh. Et je lui disais: «D'accord, donc tu as envie de réinstaller Windows 98 sur ton ordinateur. Fait que tu as envie de revenir comme c'était avant. Tu as envie de revenir à une version d'avant qui a pas les connaissances que tu as aujourd'hui, qui a pas l'expérience, qui a pas les apprentissages, qui a pas finalement les découvertes. Tu as envie de revenir comme avant». Je pense pas que ce soit une bonne démarche, honnêtement, de vouloir revenir comme avant, dans le sens où revenir comme avant, ça serait faire abstraction de tout le progrès, de tout le changement, de tout ce qui a été bon dans tout ce qui s'est mal passé aussi, que tu as aujourd'hui et revenir comme avant, en tout cas le désir de revenir comme avant, ça fait partie des facteurs qui vont t'amener à vivre de la dépression. Vouloir revenir en arrière, vouloir revenir à ce qui était avant. Donc, tu sais, là, je donne cette précision-là parce que vraiment ça me fait tiquer, sur le coup, mais effectivement, la définition de, la résilience veut que l'on puisse retrouver notre stabilité, notre équilibre et je crois profondément que cet équilibre ne peut se produire que s'il y a intégration de l'expérience et du coup, je veux pas dire que je suis pas d'accord avec Boris Cyrulnik parce que ce serait pas vrai et je prétends pas avoir la réponse juste, exacte, mais tu sais, il précise le fait que c'est un combat. Mmh. Mais tant que tu es en combat, tu peux pas accepter ce qui est. Et tant que tu acceptes pas, tu peux pas avancer et passer à autre chose. Parce que tu étais tout le temps en train de te battre. Alors après, on est sur la notion, puis je vais m'arrêter là parce que sinon ça peut durer longtemps. Mais après, on est sur la notion de si j'accepte pas, je peux pas avancer. Si j'accepte pas ce qui s'est passé dans mon histoire et que je suis tout le temps en train de combattre cette idée, je ne peux pas avancer. Je vais rester coincé là-dessus et encore une fois, c'est un des chemins qui peut nous mener en partie, à des états dépressifs. Mais après, c'est peut-être moi qui suis trop chiant sur l'utilisation des termes, c'est possible aussi. Ça Donc suffit, Julien. c'est ah ça suffit, hein. Maintenant, je vais aller me cacher, dans une pièce et puis je te laisse continuer, Samir. Mais non, mais non. Mais je trouve que ton point de vue effectivement et ta manière d'aborder ça,
est très intéressante et effectivement, revenir comme avant, ça pique un petit peu parce que c'est quelque part ne pas évoluer quand on vit un traumatisme et je vais raconter une histoire par rapport à ça justement, Mmh. parce que j'aime bien raconter des histoires et je trouve que ça permet de vivre une expérience et c'est vrai que on a vécu un choc, on voudrait revenir comme avant. Mais je veux dire ce qu'on a vécu et là, ça crée des changements, ça nous apporte des informations supplémentaires, des enseignements Mmh. et quelque part, avec de l'enseignement, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut qu'évoluer normalement lorsqu'on en tout cas, on prend le temps de réfléchir sur ces enseignements et cetera et revenir comme avant et évoluer, c'est peut-être pas forcément, compatible. Donc j'aime beaucoup, effectivement ta remarque. C'est ça, après tu sais, ça n'est qu'une remarque. Mmh. Je remets pas en en question la définition de la résilience et autres. Mais tu vois, si on continue dans cette lignée-là, c'est une des caractéristiques des profils suicidaires, OK, ouais. de vouloir revenir à ce qui était avant et d'avoir justement cette souffrance de: «On ne pourra pas y revenir, puis il y a pas d'issue, puis il y a pas de changement possible, puis c'est terminé». On ne pourra pas revenir à ce point-là. Fait que c'est, je dirais principalement pour justement éviter qu'il y ait des mécanismes, suite à ce podcast qui soient mis en place comme: «Bah, j'ai entendu qu'il fallait que je me batte contre mon histoire, que je me batte contre les problèmes du passé». Donc non, d'essayer de voir que la bâtir une résilience, je prends cette image-là, mais bâtir une résilience, notre résilience, c'est augmenter notre capacité à jouer le culbuto. Mmh. C'est-à-dire que tu prends un coup, tu es poussé et tu te restabilises. Tu reprends ta place. D'accord. Mais cette place-là, elle revient parce que tu as des stratégies, parce que tu as des muscles psychologiques, émotionnels, tu as ton environnement qui te soutient. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte dans la résilience, mais ça te permet de retrouver ta stabilité, même si ton environnement a finalement bougé, changé, même s'il y a eu des transformations profondes. Heu, D'ailleurs, bah, tu vas peut-être nous en parler, mais Boris Cyrulnik a vécu dans sa jeunesse, des situations particulièrement traumatisantes. Exact, ouais. Il me semble que j'ai entendu dans une de ses conférences sur YouTube et il avait parlé principalement des personnes qui avaient vécu dans les camps de concentration. Mmh mh. Il me semble que lui a dû certainement vivre, mais je suis pas certain et il avait expliqué justement que dans les camps de concentration, les personnes qui étaient les plus costauds, c'est à vérifier, hein, d'accord? Si ça vient de lui ou pas, mais que les personnes qui étaient les plus costauds étaient les personnes qui tenaient le moins longtemps dans les camps de concentration et qui finissaient par s'épuiser le plus vite et que les personnes les plus OK. minces, souvent, qui avaient le moins de force, Mmh étaient les mh. personnes qui duraient le plus longtemps dans les camps de concentration parce qu'ils avaient développé autre chose que la force physique. Ils avaient développé leur résilience Ouais. et c'est ce qui faisait qu'ils étaient capables justement de tenir beaucoup plus longtemps et de survivre dans les camps de concentration. Mais encore une fois, je pense que je l'ai entendu de lui, mais Ouais. il faudrait vérifier. Bah, après c'est ça, même si jamais ça n'était pas de lui, l'image est très parlante et souvent, moi je me rattache à Viktor Frankl et puis les travaux qu'il a pu faire, où il parle énormément aussi de résilience et la notion de sens qui est très importante dans son approche, dans ses travaux finalement. Et puis c'est quelque chose auquel j'adhère, j'adhère, j'ai dit les 2, auquel j'adhère, complètement et cette résilience-là, alors peut-être de préciser ici que on n'a pas besoin de vivre un traumatisme énorme pour bâtir de la résilience, mais que ça va demander des critères spécifiques et tu vois, tu le dis Samir, c'est pas parce que tu vas être fort physiquement que tu vas être capable d'encaisser justement des événements comme cela et de traverser des choses. D'ailleurs, d'extérieur, de regarder une personne de l'extérieur ne peut pas nous permettre de prédire est-ce qu'elle va être résiliente ou pas résiliente et Mmh, celle qu'on pourrait se dire: «Bah, elle est toute fragile, elle est toute menue, elle est toute ceci, toute cela», va être probablement, possiblement, peut-être plus, la personne qui va être la plus résistante de toutes exact. et qui va réussir à passer à travers justement les épreuves, à travers les difficultés. Mais la résilience, peut-être là-dessus et puis j'imagine que tu as des astuces, Samir, à partager. Mais
un point qui est important sur la résilience, que je crois qu'il faut vraiment comprendre et c'est pour ça que je me mets un petit peu en désaccordage, si on parle PNL, avec, Boris Cyrulnik, c'est que la résilience se bâtit dans les moments de pause et de ressourcement. Elle se bâtit pas dans le combat, elle se bâtit pas dans la résistance, elle se bâtit pas dans, l'affrontement des épreuves. Si j'ai aucun moyen de me reposer, si j'ai aucun moyen de me ressourcer, si je n'ai aucun point de repère positif auquel me rattacher, alors ma résilience va être vraiment minime. D'accord. Exact. Ben, moi, ce que je pourrais peut-être ajouter, je vais raconter une histoire par rapport à la Mmh résilience, mh. ça peut-être que ça donnera un peu d'espoir aux personnes qui nous écoutent. Et Boris Cyrulnik disait justement que, et ça, je pense que c'est un point central, donner un sens à une épreuve tragique, c'est mettre Mmh dans son âme une étoile du berger qui indique la direction. Et Mmh pour justement illustrer ce propos de Boris Cyrulnik, je vais raconter une histoire et cette histoire, en fait, c'est la fable de la fougère et du bambou. Alors je l'avais déjà abordée rapidement, mais là, je Mmh vais vraiment raconter l'histoire et donc toi qui nous écoutes, détends-toi, puis, laisse-toi porter par cette histoire. C'est une personne qui nous indique que un jour, je me suis avoué vaincu. J'ai renoncé à mon travail, à mes relations, à ma vie. Je suis allé dans la forêt pour aller avec un ancien que l'on disait très sage. Pourrais-tu me donner une bonne raison de ne pas m'avouer vaincu? Lui ai-je demandé. Regarde autour de toi, me répondit-il. Vois-tu la fougère et le bambou? Oui, répondis-je. Lorsque j'ai semé les graines de la fougère et du bambou, j'en ai pris soin. La fougère grandit rapidement. Son vert brillant recouvrait le sol. Mais rien ne sortit des graines de bambou. Cependant, je n'ai pas renoncé au bambou. La deuxième année, la fougère grandit et fut encore plus brillante et abondante. Et de nouveau, rien ne poussa des graines de bambou. Mais je n'ai pas renoncé au bambou. La troisième année, toujours rien ne sortit des graines de bambou. La fougère restait toujours aussi belle. Mais je n'ai pas renoncé au bambou. La quatrième année, de nouveau, rien ne sortit des graines de bambou. Mais je n'ai pas renoncé au bambou. Lors de la cinquième année, une petite pousse de bambou sortit de la terre. En comparaison avec la fougère, elle avait l'air très petite et insignifiante. La sixième année, le bambou grandit, grandit encore et encore, jusqu'à atteindre 20 mètres de haut. Il avait passé 5 ans à fortifier ses racines pour le soutenir. Ses racines l'ont rendu plus fort et lui ont donné ce don qu'il avait besoin pour survivre. Le sage lui dit alors: savais-tu que tout ce temps que tu as passé à lutter, tu étais en train de faire pousser et fortifier tes racines? Le bambou a une fonction différente de la fougère. Cependant, les deux sont nécessaires et font de cette forêt un lieu agréable, reposant et magnifique. Ne regrette jamais un seul jour de ta vie. Les bons jours te rendront heureux, les mauvais jours te donneront de l'expérience. Les deux sont essentiels à la vie. Le bonheur nous rend doux, les essais nous rendent forts, les peines nous rendent humains, les chutes nous rendent humbles, la réussite nous rend brillants. Si tu n'obtiens pas ce que tu désires, ne désespère pas. Qui sait, peut-être que tu es juste en train de fortifier tes racines. Super, merci, Samir pour ce partage. C'est vraiment chouette et c'est une belle représentation, une belle métaphore que tu nous donnes là sur ce principe. Alors, peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est donner quelques critères qui permettent de bâtir justement une résilience. Ouais, Ça pourrait être intéressant pour ceux qui vont nous écouter sur, cet épisode de podcast. Alors, c'est une liste, qui est non exhaustive, hein. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais la première chose, peut-être, c'est l'environnement. C'est quoi ton environnement? Est-ce que ton environnement te permet de te ressourcer? Est-ce que tu es entouré de personnes qui te soutiennent, qui t'écoutent, en qui tu peux te confier à qui tu peux te confier et en qui tu peux te remettre parfois, quand tu en as besoin? Comment fonctionne ton environnement et comment est-ce qu'il t'aide à pouvoir te reposer et avoir au moins la certitude au fond de toi que s'il venait à se passer quelque chose, tu sais que tu peux poser la question, tu peux demander de l'aide, tu peux être soutenu. Ça, c'est important. C'est pas forcément d'avoir des personnes qui sont là, mais c'est de savoir qu'elles peuvent être là si jamais il y a besoin. Donc ça,
Ça, c'est un point important pour bâtir de la résilience. La deuxième chose, ça va être de t'accorder des moments de pause, de plaisir, de choses que tu fais pour toi, pour te ressourcer, pour t'apporter du bien-être, pour te reposer. Ça peut être de la lecture, écouter de la musique, aller courir, prendre une marche en forêt, partir en vacances, passer du temps avec des amis, heu, peu importe ce que c'est, mais une expérience vraiment positive, complète, où tu ressens des émotions, où tu ressens du vécu, où il y a, une interaction avec ton intellect, ta pensée, ton corps. Vraiment des choses qui te permettent d'avoir une expérience complète, entière. Ensuite, ça va être d'entretenir des croyances qui sont aidantes à l'intérieur de toi. Des croyances comme que quoi qu'il arrive, bah, les choses vont pouvoir s'arranger, que tu es en mesure de pouvoir trouver une solution, que si tu ne sais pas quelque chose, tu as le pouvoir d'apprendre et de chercher cette information. Donc tout ce type de croyances qui vont te servir de stratégie mentale, intellectuelle, qui vont pouvoir se mettre en place un petit peu comme un filet de sécurité quand le sol en dessous tes pieds est en train de se dérober, de pouvoir te raccrocher à quelque chose. Ensuite, de travailler sur tes émotions. Apprendre à gérer tes émotions, à les reconnaître, à comprendre le message qu'elles portent, pour qu'elles puissent, en fait, devenir des alliés véritablement et ne pas être, ces petites bêtes qui viennent te déranger dans ton quotidien pour un oui ou pour un non, mais vraiment comme un messager de paix avec une intention positive de te faire avancer, de te protéger, de te faire prendre conscience de certaines choses. Ensuite, c'est de pas aller au combat constamment. C'est de savoir aussi te retirer des combats qui sont inutiles, de lâcher prise sur les choses qui n'en valent pas la peine et vraiment de garder en tête ce que je disais tout à l'heure, c'est que ta résilience ne peut pas se bâtir dans l'adversité. Ta résilience va être utilisée dans l'adversité. Ça va être ton bouclier, ça va être ta forteresse, mais si elle est tout le temps assaillie, ta forteresse va finir par tomber. Si tu subis un siège demain, tu vas peut-être gagner, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, mais il y a un moment donné où toutes tes ressources vont finir par s'épuiser et tu auras plus de stock pour faire face au siège de l'ennemi. Fait qu'il faut vraiment garder en tête que la résilience n'est pas de la résistance. La résilience, c'est un bouclier qui a ses limites, qui peut t'emmener très loin, qui peut résister très longtemps, mais qui a besoin d'être rechargé, d'avoir des ressources. Donc si tu as beaucoup de combats à mener aujourd'hui dans ta vie, un seul à la fois, autant que possible, et des moments de pause pour te ressourcer entre chaque épreuve parce que oui, l'épreuve que tu vas traverser et que tu vas dépasser va bâtir ta résilience, mais ça va se bâtir après. Ça va pas se bâtir pendant. Ce qui te permet de fabriquer du muscle quand tu fais des efforts physiques, c'est le repos qu'il y a derrière. C'est le repos derrière l'effort. Ce qui te permet d'apprendre une leçon et de retenir une information, c'est le temps d'oubli et de repos qu'il y a derrière. Si tu révises et que tu relis en permanence, il y a rien qui rentre, il y a rien qui s'intègre. Fait que à chaque fois, c'est vraiment ce moment de pause, ce moment de recul qu'il est important de garder en tête et je reviens vers le sens qui est finalement un système de croyance qu'on met en place, le sens qu'on va donner aux événements, le sens qu'on va donner aux expériences, ça nous appartient à 100. C'est nous qui décidons du sens qu'on a envie de donner aux choses et ce sens, en fonction de s'il va être positif, aidant, animé de, gratitude, animé de foi, animé d'espoir ou au contraire animé de colère, de haine, de frustration, de tristesse, de déception, de peur, d'inquiétude, de limite, de tout ce que tu veux, eh bien ça va définir si ça va venir renforcer ta résilience ou si ça va venir la challenger, voire la diminuer avec le temps si jamais ça devait durer trop longtemps. Exact. Fait que c'est un petit peu les points clés que j'avais envie de te partager là sur ce sujet-là, justement par rapport à la résilience. Est-ce que tu verrais peut-être autre chose, Samir? Est-ce que ça fait du sens, ce que je viens de partager là? Est-ce que ça te paraît clair? Tout à fait, ça fait du sens pour parler du sens et avant de donner justement peut-être d'autres points qu'on pourrait aborder Mmh. et ça vient de Boris Cyrulnik, ces petits points que j'apporterai après. Mais le sens, c'est vraiment, je pense, l'une des choses les plus centrales là-dedans Ouais. et vraiment, ah,
je reciterai encore cette citation de Boris Cyrulnik: «Donner un sens à une épreuve tragique, c'est mettre dans Ouais, son âme une étoile du berger qui indique la direction». Le fait de tout à fait. créer du sens, ça va permettre de transformer les épreuves. D'ailleurs, il y a cette citation aussi qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et Tout à ça, fait. c'est notre responsabilité. Il y a des choses qui sont hors de notre contrôle, mais le sens qu'on va donner à ce qu'on est en train de vivre, ça, c'est sous notre contrôle. C'est nous qui pouvons décider. Et je peux raconter une histoire d'un membre de ma famille, et c'est une histoire qui est toute fraîche. Là, cette semaine, en Algérie, il y a eu énormément d'incendies. Alors là, en ce moment, l'Algérie, c'est une catastrophe. Il y a eu la crise du Covid. Là, il y a eu, donc ils avaient plus d'oxygène dans les hôpitaux. Et puis là, même pas une semaine après, ils ont ce problème-là d'incendie de forêt. Il y a énormément de villages en Kabylie, alors pas qu'en Kabylie, mais en tout cas, c'est la zone qui a été le plus touchée, qui ont souffert du feu. Il y a eu énormément de morts, et il y a un membre de ma famille justement qui habite dans les montagnes, kabyles, et les incendies sont arrivés quasiment aux portes de sa maison. Donc bon, Dieu merci, ils s'en sont sortis, et ça c'est, enfin voilà, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça. Et le lendemain en fait de cette épreuve, donc le feu a été maîtrisé et ça s'est arrêté. La personne est descendue dans son champ d'oliviers parce que, elle a un grand champ, d'oliviers, et elle s'est rendue compte que c'est pas tout son champ d'oliviers qui a pris feu. Son champ d'oliviers, il y a quelques années, était uniquement sur du plat. Mais un jour, il y a une épreuve qui était arrivée, et en fait, ils ont vécu un glissement de terrain au niveau de ce champ d'oliviers, et la grande partie des oliviers ont glissé justement avec le terrain et se sont retrouvés en pente. Ce qui OK. rend la collecte des olives beaucoup plus compliquée parce que, tout est en pente. Et il y a quelques arbres certainement qu'ils ont perdus suite à ce glissement de Mmh. terrain. Par contre, il y avait une partie encore du champ qui était sur du plat. Et en fait, là, quand il est descendu dans son champ d'oliviers, il s'est rendu compte que tous ces arbres qui étaient sur le plat ont pris feu. Par contre, Mmh. tous ceux qui étaient sur le terrain, qui étaient, en pente, donc qui étaient concernés par le glissement de terrain, n'ont pas pris feu. Alors que toute la végétation autour, en fait, la grande majeure partie de la végétation a pris feu. Et donc en fait, quelque part, ce qui peut se passer dans notre vie, c'est que des fois on vit des épreuves. On ne comprend pas pourquoi ça nous tombe dessus. Sur le moment, on est là: «Mais pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai pas de chance», et cetera. Mais il se Mmh. peut que cette épreuve, sur le long terme, ait un bienfait. Et moi, c'est ce que j'ai tiré en tout cas de ce qui a pu se passer, c'est que ce glissement de terrain qu'il a eu il y a quelques années, aujourd'hui, ça a permis justement à la grande majeure partie de ces oliviers de survivre. Ouais. Alors que s'ils étaient sur du plat, comme on a pu le voir, tous les oliviers qui étaient sur le plat ont pris feu. Et ça, c'est très important de se dire à certains moments, lorsqu'on vit des épreuves difficiles, que ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là, il y a peut-être une sagesse qu'on ne connaît pas. Peut-être que Mmh. l'univers, Dieu, peu importe ce en quoi on croit, prépare quelque chose. Il y a une surprise, il y a une beauté cachée derrière ce qu'on est en train de vivre. Ouais. Et donc, donner du sens, c'est ce qui nous permet de rebondir. Et moi, je peux donner un autre exemple, et là, qui est beaucoup plus personnel. Avant de venir aux États-Unis, juste avant de venir aux États-Unis, j'ai perdu un très grand ami à moi. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi, qui habitait dans la même rue que moi, et je le connais depuis que je Mmh. suis gamin. Et c'est quelqu'un que j'adorais, que j'appréciais, qui était vraiment extraordinaire. Et en fait, l'année juste avant de venir aux États-Unis, il a appris qu'il avait un cancer. Et c'était OK. quelqu'un qui était très sportif. D'ailleurs, c'était un champion de boxe, thaïlandaise, et qui était quand même assez connu dans le Nord-Pas-de-Calais par rapport à ses compétences sportives et tout ça. Ouais. Et en plus qui était, voilà, qui était magnifique, donc il était connu. Et en fait, il a appris qu'il a eu un cancer, et ça a été difficile pour lui. Ça a vraiment été difficile pour lui cette maladie. Et un mois avant de venir aux États-Unis, donc moi Mmh. j'allais le voir très souvent à l'hôpital, en tout cas j'essayais d'aller le voir assez souvent. Et un jour, on m'appelle, on me dit que, bah, qu'il va pas bien du tout. Donc je vais à l'hôpital, je voyais qu'il était vraiment très, très, très souffrant, alors que quelques jours avant, il était plutôt pétillant. OK. Et là, je comprends que là, c'était chaud. Enfin voilà, il était clairement en train d'agoniser, que il était en train de rendre son dernier souffle. Là, j'étais vraiment triste. Donc je sors
de donc voilà, je passe un peu de temps avec sa famille, je sors de l'hôpital et 1 heure après, on m'apprend que, bah, voilà, qu'en fait qu'il nous avait quittés et ça a été une épreuve assez difficile. Il savait que j'allais partir aux États-Unis. En plus, je lui avais raconté parce qu'un jour, on a fait un restaurant à 2 et il était super enthousiaste pour moi et en fait, cette épreuve que j'ai vécue a été difficile pour moi. Il y a des moments où je pense à ça et Mmh. parce qu'il avait J'imagine. 36 ans, parce qu'il était en très bonne santé, parce que toutes ces choses-là, en fait, Mmh. c'était foudroyant et je me suis dit qu'en fait, bah, cette épreuve-là, j'allais en faire un moteur. J'allais en faire de l'essence, justement, pour pouvoir avancer. Parce qu'il se doutait pas qu'à l'âge de 36 ans, il pouvait nous quitter. Alors lui, il a fait voilà, il a accompli une bonne partie de sa légende personnelle. Il a enfin voilà, lui, sa vie, c'était le sport, sa passion et il a gagné énormément de trophées, il a fait pas mal de choses. Alors peut-être qu'il avait encore d'autres choses à faire. Mais moi, je me suis dit à ce moment-là que j'allais arrêter de gaspiller mon temps, que, Ouais. bah, j'ai quitté mon job juste avant et je me suis dit que c'est fini, j'allais plus faire de job justement qui n'avait pas de sens pour moi et qui allait me gaspiller une bonne partie de mon énergie et j'allais essayer de mettre mon focus dans ce que j'ai toujours rêvé de faire, c'est-à-dire inspirer, essayer d'apporter de l'harmonie autour de moi et et en fait, en grande partie, ce que j'ai vécu à ce moment-là, le sens que j'ai donné à cette épreuve-là m'a permis aujourd'hui d'avancer dans le sens dans lequel je suis aujourd'hui et aujourd'hui, bah, voilà, je suis pleinement épanoui et je sens en tout cas que la mission que j'ai sur terre, je suis en train de la remplir petit à petit Mmh mh. et on ne sait pas ce qui peut arriver demain, mais en tout cas, C'est clair. aujourd'hui, je peux dire que je suis fier d'avancer sur ce chemin-là et si un jour, ben, voilà, si un jour, je serais amené à quitter cette terre, au moins, j'ai commencé à planter des graines autour de moi et j'ai commencé justement à essayer d'aider les gens qui sont autour de moi à devenir meilleurs et peut-être dans 1, 2, 3 générations, à permettre, à ce monde de devenir, meilleur jour après jour. C'est, bah, déjà merci pour ce partage-là. Ça fait beaucoup d'écho, de mon côté, puis j'imagine pour plein de personnes qui vont t'écouter, Samir. Et moi, j'en suis sûr que tu vas faire cette différence-là. J'ai aucun Je doute là-dessus. je l'espère, mais je ferai tout ce qui est en mon possible pour, en tout cas. Mmh. Mais c'est un vraiment un bel exemple de, l'importance du sens et que ça nous appartient à 100 de choisir quel sens on va donner à ces événements de vie que, bah, on est tous plus ou moins, amenés à vivre, sur certains sujets ou certaines problématiques. Mais, ça nous appartient pleinement. C'est qu'est-ce qu'on va décider d'en faire? Et ça, c'est un levier qui est tellement puissant et qui peut faire tellement la différence qu'il y a pas de, il y a pas vraiment de mots pour décrire à quel point la notion de sens a un poids énorme. Tu sais, si on devait le représenter, je pense que on pourrait mettre le sens, au même niveau qu'un trou noir. Mmh. Que c'est tellement lourd et que tellement puissant que ça attire tout dans sa direction et que ça ramène tout, vers son centre et de se dire qu'on pourrait, comme ça mettre des petits trous noirs dans notre vie, qui restent quand même les objets célestes les plus lumineux, de l'univers et que ce trou noir-là, bah, si s'il est clair, s'il est précis, si on a choisi le sens qu'on veut lui donner, il va attirer tout dans son sillage, il va attirer tout vers lui et que c'est vraiment puissant. Et dans Merci pour ce partage-là, Samir. et dans une seule direction en plus. Il va mettre toute l'énergie dans une seule direction, Oui, le trou noir. oui, contrairement au reste qui va en expansion, lui, il va se reconcentre vers Mmh. lui-même, vers l'intérieur. Ça veut pas dire qu'il faut être égocentrique et penser qu'à soi, mais la notion de sens permet d'attirer tout, dans une seule et même direction. C'est ça qui est puissant. C'est ça qui est génial. Exact. D'ailleurs, si on regarde justement les personnes qui ont le plus inspiré dans ce monde, si on prend alors je cite toujours les mêmes personnes, mais il y en a tellement, Mmh d'autres. mh. Il y a bah, je cite souvent Martin Luther King, Mandela, Mmh Malcolm mh. X. Moi, Malcolm X, j'adore Malcolm X. C'est une personne qui m'inspire énormément par son parcours, parce qu'il est parti de il le gars est revenu de très, très loin. Il a Mmh eu mh. plusieurs vies en une seule. Il est passé donc
du bandit au prisonnier, et puis, à la personne justement, qui était capable d'inspirer les autres et puis après il s'est recadré Mmh. à la fin de sa vie pour, partir sur un autre combat qui était beaucoup plus universel. Mais il y a aussi Gandhi, il y a aussi, Mère Teresa, il y a aussi, Mmh. l'abbé Pierre et toutes ces personnes-là, bah, toutes ces personnes-là avaient un sens dans leur vie et Ouais. même, je dirais, une des techniques, parmi les techniques qu'on pourrait ajouter, c'est la spiritualité. La spiritualité, c'est quelque chose de très puissant, c'est quelque chose Oui, qui c'est vrai, on l'a pas drive. évoqué. Exact. Ouais, c'est quelque chose qui drive et il faut savoir que quand je parle de spiritualité, c'est au-delà de la religion. C'est Mmh, vraiment tout à fait, parce ouais. qu'il y a des gens qui sont religieux et qui sont pas spirituels. Il y a des gens qui sont, Mmh. qui sont pas religieux et qui sont spirituels et cette spiritualité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant pour justement donner du sens à sa vie, s'abandonner à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, à un ordre qui est beaucoup plus grand que nous, peu importe comment on peut l'appeler. Je l'avais dit tout à l'heure, il y a peut-être des gens qui vont appeler ça la nature, il y a des gens qui vont appeler ça Dieu, il y a des gens qui vont appeler ça l'univers. Voilà, la manière dont vous l'appelez, voilà, ça c'est je veux dire, chacun aura sa conception des choses, Complètement, ouais. mais la spiritualité, c'est vraiment quelque chose qui peut faire bouger des montagnes et toutes ces personnes justement qui ont inspiré, on peut le regarder, les plus grands noms aujourd'hui qu'on a, c'est des personnes qui avaient une forte spiritualité et leurs Ouais. noms continuent de perdurer jusqu'à aujourd'hui. On entend encore parler d'eux. On peut parler de toutes ces personnes justement qui viennent de figures, qu'elles soient religieuses ou pas. C'est des personnes qui avaient justement ils avaient cette étoile polaire qui était beaucoup plus haut qu'eux et qui ont fait qu'ils ont été capables aujourd'hui de Mmh. transcender le temps et d'apporter quelque chose qui a fait que 100 000 ans après, on parle encore d'eux. Ouais, tout à fait. Et d'autres peut-être techniques que je pourrais donner, c'est, alors tu le disais, de révéler sa part d'ombre. Il faut Mmh. savoir que le partage, le fait de partager ses émotions, de partager ce qu'on vit au moment où on le vit, les épreuves qu'on est en train de vivre, d'en parler, c'est quelque chose qui va permettre justement de développer sa résilience. Pourquoi? Parce qu'on extériorise tout ce qui est en nous et Tout en à fait, ouais. parler aussi, ça permet d'avoir du feedback extérieur. Alors moi, je me rappelle, j'ai vécu aussi des épreuves dans ma vie et bah, on voit très bien, allez, je vais dire ça pour rigoler, mais j'ai un corps de lâche, hein, mais ça, j'en suis pas, voilà, j'ai pas de problème avec ça aujourd'hui. Avant, j'en avais peut-être, j'avais peut-être des problèmes avec ça. Mais il y a des gens qui, à l'extérieur, pouvaient me voir et penser que, en fait, j'étais une petite chose fragile. Ouais. Mais quand j'ai raconté à certains moments mon histoire, ce que j'ai pu vivre depuis que je suis, gamin, ce que j'ai pu vivre dans mon adolescence, quand j'étais adulte, alors je savais pas que j'avais cette force en moi parce que pour moi, c'était devenu inné. Tu sais, quand on vit des choses, ça Mmh. devient naturel, en fait, quelque part. On Tout est à fait, capable ouais. de supporter, énormément de poids sur les épaules sans se rendre compte à quel point ça peut être quelque chose d'extraordinaire pour d'autres personnes. Mais quand j'ai Ouais. raconté à un certain moment mon histoire, bah, en voyant la réaction des gens, tu sais, la bouche grande ouverte, se dire: «Waouh!» enfin, j'aurais jamais pu imaginer en te voyant que, tu aurais pu, supporter tout ça dans ta vie. Ben, je me suis rendu compte effectivement à quel point, peut-être que je suis pas capable comme ça physiquement, physiquement, j'ai pas l'air très, très fort, mais que toutes ces épreuves que j'ai pu vivre dans ma vie m'ont Mmh. permis de bâtir une résilience et cette résilience, alors la dernière fois, je disais que justement la résilience ou la persévérance était la force des faibles, mais c'est pas la force des faibles en réalité parce que, tu sais, quand tu as un mental un mindset qui est résilient, Mmh. tu peux supporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et tu peux aller beaucoup plus loin qu'une personne qui peut paraître très, très forte. Ah oui, Et complètement. partagez, partagez votre vécu, partagez un peu ce que vous vivez en ce moment. Déjà, vous allez extérioriser vos traumatismes et ça va vous permettre de supporter beaucoup plus de choses. Mais en plus, parfois, vous allez avoir du feedback extérieur qui va vous permettre de comprendre à quel point vous êtes fort en Ouais. réalité. Et la parole, alors souvent, elle a plus une fonction affective qu'informative. Et ça, c'est Boris Cyrulnik qui nous le dit. Et l'affection, alors on a pu voir que justement, l'affection, c'est quelque chose qui pouvait nous permettre de bâtir notre résilience. Sans affection, on a pu voir, bah, à travers l'expérience que tu nous avais donnée la dernière fois, des personnes qui étaient privées d'affection allaient Mmh. plus souvent se laisser mourir. Alors, il y avait eu des expériences horribles qui avaient été faites sur des nouveau-nés, Ouais, sur des mais nouveau-nés, ouais, tout à fait. ouais, sur des nouveau-nés et puis aussi sur les personnes âgées. On se rend compte aujourd'hui avec les neurosciences, par exemple, que les personnes âgées qui sont mises dans des, alors encore une fois, ça dépend, mais
qui sont abandonnés, mis dans des maisons, de vieillesse où il y a personne qui vient les voir, où ils sont isolés et cetera, ben, avaient beaucoup plus de chances d'avoir des problèmes, type Alzheimer et cetera, des problèmes cognitifs que des Mmh. personnes qui avaient de l'affection et qui avaient de l'attention. Tout à fait, ouais. Donc ça va être important et justement ce fait d'extérioriser, ça peut se faire aussi bien par la parole, si vous avez des personnes autour de vous, mais de pas vous isoler en tout cas. Mais ça peut se faire aussi à travers l'écrit, la peinture, à travers du travail associatif, peu importe, mais de contribuer à quelque chose et de partager. Tout à fait. Une autre technique que je pourrais donner, ça c'est par l'écriture, si vous vivez des traumas. Ça peut être intéressant d'écrire une lettre et de l'envoyer aussi, à une adresse fictive. Alors j'ai adoré cette, technique-là parce que je l'ai déjà utilisée. Mmh. Ça peut être à une adresse fictive ou à un mail qui n'existe pas. Mais par exemple, vous avez vécu un traumatisme, vous en avez pas parlé autour de vous. Pour le moment, vous êtes peut-être pas prêt d'en parler autour de vous. Ça peut être bien d'écrire une lettre et de l'envoyer, je sais pas, à une adresse, 105 rue des Traumas ou quelque chose qui peut parler comme ça, par rapport à ce que Tout à vous avez fait, pu ouais. vivre et de l'envoyer à cette adresse-là, d'extérioriser peut-être vos colères, ce que vous avez pu vivre et cetera et ça peut Mmh. vous aider justement à vous permettre d'augmenter votre niveau de résilience dans le sens où ça va vous permettre d'extérioriser une partie de ces énergies négatives que vous stockez et Ouais, de vous permettre d'avoir un peu plus d'énergie positive pour avancer dans le bon sens et génial. souvent, quand on vit une épreuve, on a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs et Toujours, ouais. ce que je dirais, c'est que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, l'herbe est plus verte là où tu l'arroses. Complètement. Donc, au lieu de, tu sais, de projeter tout ça à l'extérieur, commence à arroser un petit peu plus ton herbe de manière à la rendre plus verte et pouvoir avancer. Génial. Merci, Samir, pour tout ça, c'est cool. Je t'en prie. C'est vraiment chouette. Tu sais, je repense à tout ce que tu dis et je pense qu'on a vraiment partagé plein de choses sur le sujet donc heu, j'imagine qu'on va pouvoir, s'arrêter là pour aujourd'hui mais Ouais. il y a une question, tu sais, quand tu parlais de spiritualité, il y a une question que j'aime bien utiliser et toi qui nous écoutes, je t'invite à te la poser et trouver ta propre réponse. C'est: est-ce que nous sommes des êtres physiques qui pouvons vivre une expérience spirituelle? Ou est-ce que nous sommes des êtres spirituels qui sommes en train de vivre une expérience physique? Donc vraiment de savoir quelle place tu as envie de donner à ça et comme tu l'as dit Samir, ces personnes qui sont les plus reconnus, qui ont de la réussite, qui ont du succès, qui ont su sortir de situations compliquées, difficiles, d'expériences de vie, traumatisantes. Elles ont en commun cette spiritualité et encore une fois, spiritualité n'est pas religion et spiritualité ne veut pas dire non plus croire à tout ce qui vient et se jeter à corps perdu dans le premier dogme qui passe. Bien au contraire, c'est d'avoir un esprit suffisamment ouvert et critique pour savoir faire la distinction entre ce qui nous permet de grandir, de progresser et ce qui nous enlève notre pouvoir, qui est, souvent utilisé d'ailleurs, de la mauvaise façon par plein de personnes pour prendre le contrôle, que ce soit d'individus ou de peuples tout entiers. Mais la spiritualité peut être vraiment quelque chose de positif, plus tout ce que tu nous as partagé Samir, donc c'est vraiment chouette. Je pense que là, on a comme créé toute une liste de choses qu'on peut mettre en place, qu'on peut développer pour, bâtir une résilience qui, va faire la différence dans la vie de chacun. C'est cool. Exact. Bah, j'espère vraiment que ce podcast, en tout cas, t'a parlé, toi qui nous écoutes, et que ça va déjà te permettre, en tout cas, de pouvoir avancer sur le chemin de la résilience et de l'excellence. Parce que vraiment, ça va être important. Oublie pas cette image. Un œuf n'est pas résilient parce qu'un œuf, au moindre choc, il va se casser. Une balle de tennis, elle est résiliente parce qu'elle va absorber le choc. Elle va absorber ce qu'elle est en train de vivre actuellement pour, à ce moment-là, pouvoir quelque part, transformer cette énergie et lui permettre de rebondir. Tout à fait. Et aussi, bah, dans tout ce que tu vis, n'oublie pas juste une chose, c'est que les super-héros prennent du temps pour eux. Alors c'était toi qui avais dit ça la dernière fois, et tu disais que Mmh. justement, les super-héros ont toujours un moment, après leur combat contre le crime, il y a des moments où ils perdent et pour pouvoir gagner, qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils font, c'est qu'ils prennent du temps pour eux et ils se reposent. Ouais. Ouais, ils repensent à des bons souvenirs, ils repensent à des choses qui sont importantes pour eux. Ils se ressourcent émotionnellement, psychologiquement, physiquement, quand c'est possible et c'est ça qui leur permet de repartir sur le champ de bataille et puis de remporter, justement, la bataille. Fait Exact. que, clairement, on absorbe,
On prend du recul, on lâche prise, mais on se met pas en résistance. Sinon, si on se met en résistance, bah, coquille d'œuf, ça pète et puis, ça fait mal. Ouais, et on décide surtout, on décide du sens qu'on veut Mmh, donner à cette épreuve. vraiment. Dans cette vie, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses qui sont, comme disait Marc Aurèle, il y a des choses qui sont sous notre contrôle, et il y a des choses qui sont Mmh. hors de notre contrôle. Et ça, tu me l'as rappelé récemment. J'avais fait une petite, overdose d'injustice. Alors moi, l'injustice, ça me touche profondément. J'ai appris, grâce à notre coaching, justement à gérer ça. Mais Ouais. récemment, il y en avait tellement que, ouais, j'ai saturé et j'ai fait une overdose d'injustice, et tu m'as recadré à ce moment-là, justement, en me Mmh. rappelant à ça. Quel sens je veux donner à tout ça? Est-ce que je veux mettre mon focus sur la tache noire? Alors, on peut prendre une petite feuille, une feuille blanche. Il peut y avoir une petite tache noire au milieu. Cette tache noire, ça représente 5 de la feuille. Mmh. Juste 5, c'est un petit quelque chose, mais on a encore 95 de surface vierge sur la feuille. Ouais. Et si on met le focus sur la tache noire, qu'est-ce que ça va faire? Ça va amplifier le problème. Si on décide de mettre le focus sur la partie vierge, bah là, on peut commencer à faire quelque chose, on peut dessiner, on peut faire plein de choses et embellir cette feuille à ce moment-là. Tout à fait, ouais. Et il se passe plein de choses dans la vie, on a des épreuves, il y a de l'injustice, il y a plein de choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Ben, remettons le focus sur ce que nous, on peut faire aujourd'hui, sur la petite différence qu'on peut apporter et qui peut-être sur le long terme va apporter du changement et va Mmh. inspirer, en tout cas va amener le monde à quelque chose de beaucoup plus beau. Exact. Top. Voilà, Alors voilà. toi qui nous écoutes, si tu as aimé cet épisode, on t'invite à liker, à partager, à commenter et puis, tout simplement à t'abonner pour être sûr de recevoir, toutes les alertes, des podcasts qu'on publie, des vidéos qu'on met en ligne, des choses qu'on partage régulièrement et puis, bon, on va se retrouver bientôt, hein, pour un prochain épisode. Exactement, Julien. Et surtout, ben, toi qui nous écoutes, je t'invite à croire au maximum en ton potentiel. Exact. N'oublie pas que tu es magique et on te dit à la À la prochaine. prochaine.